Voilà, donc je m'arrête là et donc je vais inviter Laurent Argaud pour le nouveau président du Conseil national des universités pour nous parler des actualités. Donc on a 1h30 pour cette première session, donc c'est une dizaine de minutes par composante et puis surtout n'hésitez pas à poser vos questions. Merci beaucoup Laurent d'être là. Merci, merci Stéphane. Au début, j'avais préparé quelques diapos, mais il n'y a pas beaucoup de messages à vous délivrer, donc on va en discuter, puis je répondrai à vos questions. Donc, le CNU, c'est probablement l'instance qui est la moins connue en dehors des universités, parce que c'est une instance universitaire. C'est une instance qui gère avant tout les carrières des enseignants-chercheurs. Donc, elle répond bien sûr à des statuts. On est la section 4802, donc il y a un certain nombre de sections qui regroupent différentes spécialités. On est dans la section 48 avec l'anesthésie-réanimation, la thérapeutique, la pharmaco et la médecine d'urgence. Et donc, on a une autonomie au sein de l'autogestion des carrières des enseignants-chercheurs, qu'il s'agisse des nominations, qu'il s'agisse des avancements de carrière, qu'il s'agisse de l'attribution d'un certain nombre de primes d'encadrement pour les plus méritants dans le domaine scientifique. Donc, les grandes missions du CNU, eh c'est la prospective, c'est les nominations, c'est la gestion des carrières, et puis c'est de participer, comme le fait le CNIR et les autres instances, à la politique générale de la discipline, de répondre à des avis pour lesquels on peut être sollicité par le ministère, par les doyens, par certains CHU, et puis parfois d'essayer de contribuer à régler des difficultés, comprendre des problèmes, aider des collègues localement. Donc, l'autonomie de gestion est assurée par le fait qu'on est avant tout élu. Donc, il y a 6 membres qui sont des PUPH, 3 membres qui sont des MCUPH, avec une majorité de membres élus et un renouvellement par moitié tous les 3 ans. Donc là, on a 2 sessions par an concernant les nominations et les promotions. Donc, on a une session qui va débuter cet après-midi, qui va durer 3 jours. Donc, on gère avant tout les effectifs hospitaliers universitaires. Il faut savoir qu'il y a 100 hospitaliers universitaires dans la discipline, 89 PUPH, 11 MCUPH. Donc, ce chiffre, on est exactement 100 actuellement. Donc, c'est beaucoup. C'est presque autant que beaucoup de spécialités. Mais finalement, c'est assez peu. On se connaît relativement bien. On couvre tout le territoire national. Donc, bien sûr, l'immense majorité de ces enseignants-chercheurs sont en CHU. Il y a 2 PUPH qui sont hors CHU, aussi bien un en Île-de-France et un en province. Une des nouveautés, peut-être, c'est les professeurs associés qui va vous concerner, qui va vous intéresser. Il y a 4 professeurs associés sur la France, donc 1 à Paris, 2 en province et 1 en Martinique. Et donc ça, c'est une possibilité qui est offerte d'apporter de l'universitarisation dans les territoires avec différents profils de financement des postes. Ces postes peuvent être financés au niveau national, donc ces postes sont forcément assez concurrentiels, mais ils peuvent être aussi financés par les UFR sur des postes vacants. Et puis, il y a d'autres financements possibles par des hôpitaux, des régions, des métropoles. Et donc, on a aujourd'hui 4 professeurs associés, mais ça tend à augmenter. On a plusieurs demandes pour cette année qui sont examinées au mois de juin, et il y a déjà des projets de professeurs associés pour l'année prochaine. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe, qui peut être intéressant. Bon, voilà les grandes lignes du CNU et de notre actualité, en sachant qu'effectivement, le gros de notre activité, c'est la gestion des enseignants-chercheurs. Je ne sais pas si vous avez des questions, ou si les questions sont pour la fin de la session. Est-ce qu'il y a des questions? Je propose qu'on enchaîne et puis n'hésitez pas s'il y a des questions un peu plus tard. Ah, une question là. Attends, alors on va prendre bien, parler bien dans le micro, parce qu'il y a quelques personnes connectées.
du cabinet de défense de Mulhouse. Quelles sont les conditions d'accès au poste de professeur associé? Alors, elles sont un petit peu plus floues que pour les PUPH ou les CUPH. Il faut que ce soit des médecins qui soient identifiés au sein de la discipline en ayant une activité de recherche et d'enseignement. Donc le CV requis n'est pas tout à fait le même que celui des HU, c'est bien normal, mais localement, ces personnes sont en général identifiées depuis longtemps, ont des activités soit dans nos instances, soit dans l'enseignement, dans le DS antérieurement, dans le DES actuellement. Ils sont des leaders de notre spécialité. Parfois, certains d'entre eux n'ont pas réussi à avoir un poste en CHU et puis finalement ont poursuivi leur carrière dans un centre hospitalier et peuvent être nommés. C'est un parcours qui peut être difficile et qui est souvent, il y a pas mal d'aléas, il faut quand même l'aval. Donc le CNU est consultatif et pas décisionnaire dans ses avis, contrairement aux nominations des HU titulaires. Mais il faut qu'il y ait globalement l'accord des doyens, des instances locales, bien sûr, et avec l'accord également localement de la discipline. Parce que l'exemple concret, moi j'avais un collègue, Karl Misiani, notre coordinateur, m'a appelé pour discuter de sa candidature à ce poste-là. S'il y a des gens connectés ici. Oui, donc on a présenté le dossier au niveau du CNU et il a été refusé parce qu'il n'avait pas assez de points SIGAS. Alors, il n'y a pas de critères établis comme on a pu en établir pour les HU de notre spécialité. Après, il faut clairement que ce soit des gens qui aient un engagement au sein de la spécialité en enseignement et en recherche. Après, il n'y a pas un cut-off de points SIGAS. C'est des dossiers dont on peut peut-être discuter. Je ne connais pas le cas de figure, mais de toute façon, les doyens ont un rôle très important dans ces dossiers également. Et puis la source de financement va aussi être un élément très important. Le payeur a quand même un petit peu son mot à dire. Très bien, merci. Ok, merci beaucoup Laurent. Je propose qu'on enchaîne. Et donc c'est Jean Régnier, le nouveau président du Conseil national professionnel. Merci Laurent. Bien parler dans le micro pour que tout le monde entende et puis c'est enregistré. Ok, bonjour à tous. Donc, je suis Jean Régnier, je travaille à Nantes et je suis le nouveau président du CNP. Je voudrais tout de suite, parce que la transition était très récente et vu l'actualité, associer Jean-Paul, je ne sais pas où il est. Je ne vois plus Jean-Paul, voilà, à qui j'ai succédé, qui était le président précédent. Et bon, le CNP, c'est un travail collectif. Hein. On est avant tout un conseil d'administration composé des composantes qui sont à peu près toutes représentées ici. Et Jean-Paul et le conseil d'administration précédent avaient fait un travail colossal de collaboration là, sur l'élaboration du décret. Alors, c'est ça la grande actualité du CNP, ça a été la publication du décret. Et donc, je vais vous dire en deux mots les grosses évolutions. Et Jean-Paul, bien sûr, hein, s'il te plaît, n'hésite pas à me compléter. Donc, premier point, le précédent décret date de 20 ans. Et c'était un décret sur la réanimation. Là, c'est un décret sur les soins critiques. Et donc, il y avait une volonté, compte tenu de la pandémie et des nécessités d'étendre les services de réanimation très rapidement, d'intégrer la réanimation dans les soins critiques. Et donc, ça a des avantages, ça a pas mal d'inconvénients, c'est qu'à mon goût, en tout cas, on ne parle pas toujours assez, on n'est pas toujours assez focalisé sur la réanimation, mais beaucoup noyé dans d'autres problématiques, en particulier les unités de soins intensifs, je vais y revenir. Et puis des tentatives par
par exemple, récente de l'anesthésie, de vouloir y intégrer les blocs opératoires. Ce qui, évidemment, sur quoi on n'est pas d'accord pour le moment. Mais donc, c'est un décret sur les soins critiques. Et les points clés de ce décret, pour vous les rappeler rapidement, c'est on ne parle plus d'USC, mais on parle désormais d'unités de soins intensifs polyvalents, en distinguant deux types. Les USC qui étaient attenantes, c'est les unités de soins intensifs polyvalentes, étaient attenantes à un service de réanimation, et les USC qui n'étaient pas attenantes, c'est-à-dire les USC isolées, qu'elles soient dans le privé ou dans le public, c'est des USIP dites dérogatoires. Le nom est un peu bizarre, ça peut faire peur, mais bon, ça veut clairement dire qu'il va falloir qu'elles fassent la preuve de leur utilité. La question, la problématique étant, vous savez qu'il a été noté que beaucoup de ces USC accueillaient beaucoup de malades qui ne relevaient pas vraiment de soins critiques. Et ces USIP, elles seront désormais soumises à autorisation, ce qui est un point très différent. Et puis, il y a les USI de spécialité. Et dans les USI de spécialité, on en distingue deux types. Les USI qui peuvent exister, qu'il y ait un service de réanimation ou pas dans l'institution, et c'est la cardio, les USI cardio, les USI de neurovasculaire et les USI d'hématologie. C'est bizarre aussi, une USI d'hématologie sans service de réanimation, ça peut paraître curieux, mais ça a été conçu comme ça. Et enfin, il y a d'autres USI qui, elles, ne peuvent exister que s'il y a un service de réanimation dans l'institution, et donc c'est la neuro, la pneumo et l'hépatogastroentérologie, mais à la limite, ça pourrait être d'autres spécialités, mais c'est celles qui sont décrites actuellement. Donc ça, c'est les unités de soins intensifs. Je ne vais pas détailler la pédiatrie, il y a la réanimation pédiatrique et les USI pédiatriques. Ça a été traité un peu à part, c'est un autre sujet. Je ne sais pas si les collègues pédiatres ici, on ne voit pas. Non, ils ne rajouteront pas de complément. Mais voilà, donc ça, c'est les premiers points. Ça, c'est très important parce que ça va être évidemment très structurant pour nos hôpitaux. Le deuxième point, c'est sur les conditions de fonctionnement, ce qui a évolué, un peu évolué. Alors, il y a un point très, très significatif, et ça, c'est important, c'est la notion de formation des infirmières arrivant dans les services. Donc ça, maintenant, c'est écrit dans le décret qu'elles doivent recevoir une formation d'adaptation à l'emploi de 8 semaines et hors soins. Donc ça, c'est une évolution extrêmement importante. Sur la constitution des équipes, en réanimation, le décret reste à une infirmière pour 2,5 malades, 2 infirmières pour 5 malades. Notre demande, vous le savez sûrement, c'était d'une infirmière pour 2 patients. Ce n'était pas possible, ça a été décrit comme pas possible actuellement parce qu'il y a trop de postes vacants un peu partout et donc si on avait mis ça dans le décret, on aurait aspiré trop de postes d'infirmières et ça aurait été au détriment des autres services, des autres spécialités, ça aurait posé trop de problèmes de le faire. Par contre, il y a une trajectoire qui est inscrite, c'est-à-dire qu'il y a une perspective de 1 pour 2 sous réserve d'une évaluation dite de la charge en soins dans les 1 an et demi ou 2 ans après la publication du décret. J'ai dit une bêtise? Oui, je vais y venir. Oui, pardon. Oui, les ratios ne sont plus déterminés sur les malades présents, c'est un point très important, mais sur les lits ouverts. Avant, vous savez, c'était sur les malades, il fallait faire une moyenne, en théorie, c'était plus fait dans beaucoup d'institutions, mais c'était moyenné sur le taux d'occupation des années antérieures. Là, c'est sur les lits ouverts, et ça, c'est un point très, très important. Sont intégrés à l'équipe soignante de réanimation, et ça, c'est une avancée,
les kinés et les psychologues. C'est-à-dire que ce n'est pas du temps comme ça, en tant que de besoin, comme c'était dit avant, ils sont intégrés à l'équipe de réanimation. Et les kinés, ce qui est écrit, c'est un kiné par 24-24, le jour, 7 jours sur 7. Ce qui est écrit pour les psychologues, c'est une kiné le jour, sans préciser plus. Donc ça, c'est important parce qu'ils sont intégrés à l'équipe. Et pour la première fois, bon, il n'y a pas de ratio à proprement parler, mais c'est au moins un kiné, 7 jours sur 7, au moins une psychologue chaque jour, sans préciser si c'est 5 jours, 7 jours, etc., mais chaque jour. Donc ça, c'est des points importants. Deuxième point, il y a un ratio, enfin, la dotation en personnel a été décrite aussi pour les USI. Et pour les USIP, c'est une infirmière pour 4 malades, nuit et jour. Une infirmière pour 4 malades, nuit et jour. Pour les aides-soignantes, on souhaitait la même chose, mais ça a été la négociation qui a abouti. C'est une aide-soignante pour 4 malades le jour, 7 jours sur 7, et une aide-soignante pour 8 malades la nuit, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est les évolutions importantes qui sont apparues dans le décret. Je ne dis pas. Donc ça, c'est le décret. Maintenant, ça va être décliné en une feuille de route. Et les travaux vont continuer. Donc cette feuille de route, elle a été éditée et il y a plusieurs sujets. Donc le renforcement au poste, Stéphane en a parlé, avec des trajectoires qui seront à négocier année par année pour le moment sur les postes médicaux. Et puis des questions, une question majeure qui est et à laquelle on ne sait pas répondre, c'est quel est le bon nombre de lits de réanimation dans une région donnée. Donc ça, c'est un point clé. Vous savez qu'il y a des régions qui sont dites très sous-dotées en lits de réanimation. Il se trouve que c'est les Pays de Loire, la Bretagne et des régions d'outre-mer. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et l'autre île, Mayotte. Voilà. Et donc, ces régions sont dites sous-dotées. Mais en fait, dans le rapport de l'IGAS, en tout cas pour ce qui concerne les régions métropolitaines, il y avait assez peu d'écart sur les performances, les typologies de malades. Donc, en fait, il va falloir analyser ça et essayer de répondre, faire un travail, collaborer à un travail pour essayer de répondre à cette question. Ça va être un enjeu. Le deuxième, qui est corollaire, c'est analyser la typologie des patients qui sont admis dans les différentes régions, dans les différentes réanimations, dans les différentes villes, et donc les patients qui sont refusés. Est-ce que dans le Nord, on admet plus de personnes plus âgées que dans le Sud? Est-ce qu'il y a des différences entre l'Est et l'Ouest, etc. Et donc, et puis aussi pour répondre à un besoin de répondre au quotidien sur la disponibilité en lit, il va nous être demandé de travailler sur un outil permettant d'analyser, de surveiller et d'analyser les refus et les taux de refus. Donc là, par exemple, au dernier CNP, on a décidé de commencer, il y a déjà eu des réflexions, mais de commencer de travailler activement sur ce sujet. L'enjeu, évidemment, pour nous et pour la spécialité, c'est d'essayer à tout prix que ça ne nous échappe pas. C'est-à-dire qu'on ne nous impose pas soit des usines à gaz, pour employer un terme un peu galvaudé, soit des choses qui finalement ne nous servent à rien, soit des choses qui servent aussi à pas grand monde, mais en tout cas pas, et en particulier par elle. Donc on voudrait un outil pertinent, simple, utilisable par tout le monde, à peu près dans toute la France, un peu le rêve, quoi. Et donc il y a un groupe qui est piloté par Michael et qui, je ne vois pas Michael, il est là, Michael Darmon, pardon, et qui va travailler là-dessus. Voilà, je vais m'arrêter là, je crois qu'on a 10 minutes chacun et je voudrais répondre à vos questions.
ces précisions et pour le CNP et du coup, il y a des questions dans la salle. Oui, Jean, juste une question. Le financement est abordé ou pas? Oui, le financement sera abordé, mais il n'a pas du tout été traité pour le moment. D'ailleurs, tu vois, j'en apprends chaque jour. Moi, je n'ai pas pris mes fonctions récemment, mais j'apprends qu'il y a un groupe qui avait été constitué qui n'a pas avancé pour retravailler sur la nomenclature en particulier. Et donc, voilà, c'est des sujets qui vont venir. il y a Bruno Morvillier. Clairement, là, en attendant que le micro aille, il y a eu un énorme coup de booster avant la publication du décret. Là, on voit bien que les élections sont passées, il y a un petit creux et on essaie tous de profiter de ce petit creux. Bonjour, merci pour cette présentation. Je voulais juste te demander, est-ce que le CNP va être associé à l'écriture des circulaires d'application? Parce que déjà le ratio 2 pour 5, ça avait été, comme tu l'as rappelé, un peu raboté par le taux d'occupation. Et moi, je suis un petit peu inquiet sur les kinés et les psychologues, où on pourrait avoir des modalités d'application qui sont un petit peu différentes de ce qu'on espère tous. Alors, on est associé à toutes ces discussions. Maintenant, c'est évidemment la crainte qui est du rabotage. Pour le moment, sur ces sujets-là, Détrompe et moi, ceux qui bossent avec nous, mais sur ces sujets-là, je n'ai pas d'inquiétude particulière. Il n'y a pas d'éléments d'inquiétude qui sont survenus. Il y en a d'autres. Celui que j'ai évoqué en premier, l'élargissement des soins critiques à d'autres structures et on voit bien pourquoi, parce que pendant la crise, il y a eu des unités de réanimation dans les blocs, etc. Mais au quotidien, de façon structurelle, moi je pense que ce serait... Donc il y a des choses comme ça qui pourraient apparaître, mais pour le moment, sur ces sujets-là du personnel, moi je n'ai pas vu de sujet d'inquiétude. Oui, il y a une question sur les USIP dérogatoires. Ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, c'est des unités qui ne sont pas rattachées au service de réanimation, soumises à autorisation, si vous avez compris. Oui. Est-ce qu'il va y avoir obligation? Est-ce qu'il y a une convention ou un rattachement à un service de réanimation qui pourrait changer quand même beaucoup la physionomie des choses localement? Oui, alors, bon, je n'ai pas creusé le sujet. Sur les USC dérogatoires, qui vont devenir, elles vont devenir soit des USIP, enfin les USC, elles vont devenir soit des USIP dérogatoires, il va y avoir un autre travail pour créer des unités, des structures, des lits, on ne sait pas encore trop exactement, qui va s'appeler des unités de soins renforcés. Et on voit bien que la philosophie, c'est de dire ces malades qui ne relevaient pas des soins critiques, mais qui nécessitent, parce qu'ils ont des drains, parce qu'ils ont une surveillance un peu plus particulière ou des transfusions, ça c'est le grand sujet, la nuit en particulier, eh bien, ils nécessitent du personnel infirmier en plus grand nombre. Donc là, il y a une discussion qui a démarré, il y a au moins eu une réunion, sur les unités de soins renforcés. C'est hors champ soins critiques, donc théoriquement, on pourrait ne pas y être associé, mais on y a été associé et on tient à y être, même si on ne va pas rentrer autant dans le détail probablement des discussions, parce qu'il faut faire attention que ce ne soit pas une manière de rentrer par la fenêtre, de recréer des soins critiques. Par exemple, à cette réunion, tout le monde voulait du monitoring continu. Et donc nous, on a dit, pas question, on ne va pas recréer soit des USC, soit même des petites réa, et pourquoi pas de la DNI, etc. etc. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, auquel personnellement je suis très vigilant, c'est faire attention à ce qu'elles existent vraiment, ces unités de soins renforcés. Et la philosophie, c'était de remplacer les USC par une unité de soins renforcés. Or, ce qu'on voit dans nos hôpitaux, c'est que toutes les spécialités, elles ont besoin d'un peu de soins renforcés dans chacun de leurs services. Et donc, moi, si on veut éviter de recréer des sous-réanimations ou que nos réanimations et nos USIP soient embouteillés de malades, enfin, on nous propose des malades qui ne relèvent finalement que de soins renforcés, il faut qu'il y ait des lits, il faut que ça réponde aux besoins des autres collègues. Donc ça, c'est
Ça me paraît très important. J'ai répondu, ça y est ? Sur les conventions. Alors, sur les conventions. Alors d'abord, ces USC dites sans unité de réanimation, elles ne sont pas toutes isolées. Hein. Il y a des régions, oui, mais par exemple, mon service, on a fait une convention et on va travailler dans une USC. Et je sais qu'il y a plein d'autres collègues qui ont fait ça ailleurs. Donc, elles ne sont pas toutes isolées. Alors, bien sûr, il y a le privé, mais là aussi, il peut y avoir des conventions. Mais de toute façon, il y aura des conventions. Ce sera obligatoire, il y aura une filiation si elle reste USIP dérogatoire. Hein. Parce que l'objectif quand même, c'est que tout ça soit plutôt transformé en soins renforcés s'il n'y avait pas de soins critiques, de malades de soins critiques avant. Oui, Patrick Hervé de Roubaix. Donc c'est une réforme qui va coûter de l'argent. Les modalités de financement pour les hôpitaux ne sont pas définies. Elle s'applique quand? À partir de quand on peut appliquer ce décret dans les hôpitaux? Parce que si mon directeur en disant qu'il faut l'appliquer maintenant et qu'il faut de l'argent, il me dit je n'ai pas les modalités financières. Donc elle s'applique quand en fait ce changement d'organisation? En tout cas, j'imagine que vos directions le savent déjà. Ils sont déjà tous en train de réfléchir à la manière de l'appliquer. Hein. Oui, mais c'est 2023, la date est dans le... Et donc, et là, c'est... Juin 2023. Donc ça veut dire qu'on peut attendre juin 2023 avant de mettre. Oui, on peut attendre. Le attendre. directeur a le loisir de mettre autre que à partir de juin 2023. Pour que ce soit effectif. Mais en pratique, ils sont déjà tous en train de réfléchir à ça. Mais réfléchir. Ah ben... On peut réfléchir. Non, mais un an, c'est très court. Hein. Un an, c'est très court. Hein. Ça veut dire que c'est quasi à effet immédiat. Enfin, c'est pas demain, mais un an, c'est très court. C'est extrêmement contraignant. Hein. C'est des décrets. Hein. C'est-à-dire qu'ils les ont tous vus. Ce n'est pas des choses à discuter. Quoi, hein. S'ils n'ont pas l'argent, ils vont effectivement être embêtés. S'il n'y a pas les financements à côté. Oui, mais ça, nous, c'est une discussion. Oui. Ajar de notre part de 60, moi j'ai juste une question par rapport au registre de refus. Est-ce qu'on doit noter tous les refus, quel que soit le motif, ou seuls les refus par manque de place? Je ne vais pas faire le travail avant le groupe, mais c'est clair qu'on va essayer de recueillir des infos, mais pas trop non plus pour ne pas noyer les collègues. Bon, il y a plusieurs questions. Hein. Il y a les malades qui sont refusés 3 fois, il y a les malades qui sont refusés à Soissons et puis qui sont refusés dans la réa d'à côté, etc. Comment on les recueille? Enfin, tout ça, ça va être des sujets et justement, on va traiter. L'idée, c'est de faire quand même quelque chose d'opérationnel, mais qui apporte des informations intéressantes, mais qui ne noie pas les collègues dans... Et puis un outil un peu convivial. Enfin bon, voilà, et qui nous appartiennent. Oui, non, enfin, qui soient faits par nous, quoi, qui sont conçus par nous. Est-ce que... je prends la question. Ça, c'est bien toi, Alex. Non, j'ai le micro. Alexandre Boyer, Bordeaux. Oui, voilà. Juste un petit témoignage, parce que étant responsable d'une unité de Trévis à Bordeaux qui a recruté 60 malades en 15 jours au mois de décembre, on a évidemment voulu savoir ce qu'il en est. Moi, j'inciterais fortement le groupe de travail à aller même plus loin, je ne sais pas de quelle manière c'est évident, mais d'aller voir quand même, non seulement dire, bon voilà, on refuse tant de malades, mais aussi ce qu'ils sont devenus. On a mis une petite étude en place, évidemment, le temps que cette étude se mette en place, la vague des 60 va tuer, on va être en janvier, mais c'est quand même assez intéressant. Je sais que ça a été fait dans la littérature, mais c'est toujours intéressant de le refaire et de le réactualiser, parce qu'on se rend compte quand même que les malades qu'on refuse, puisque tu disais, il faut voir un peu si les mêmes malades sont refusés, admis dans l'animation sur les différentes régions, les différents hôpitaux. Ça va dans le même état d'esprit, parce que finalement, on se rend compte qu'un certain nombre de ces malades restent, par exemple, dans des urgences. C'est très intéressant, même probablement qu'il y a un petit peu de mortalité. C'est très intéressant, mais tu vois, ça, c'est le genre de mesure qu'on ne pourra pas appliquer 24-24, 365 jours par an. Non, parce que c'est très compliqué pour les services de faire un suivi. Donc, il faudra peut-être faire un échantillonnage, faire un jour donné, mais on ne pourra pas le faire. Mais tu as raison. J'ai une petite question. Tu as parlé des scores qui permettront de passer ou de justifier une charge de travail passant de 4. Il n'y a pas eu, non, tu n'as pas parlé de ça. Il n'y a pas un score qui est déjà dans les tuyaux. J'ai fait exprès de ne pas prononcer le mot score. Ah, pardon. Parce que justement, ils nous disent, mais il y a des scores pour évaluer la charge en soins. Et ce qu'on leur a répondu, c'est que justement, il n'y a pas de score fiable. Et comment faire ce travail? Donc, ça a été un point de discussion et de frottement entre nous, les professionnels, et le ministère sur ce sujet.
Et donc, on ne sait pas encore comment elle sera évaluée. Dernière question. Courte réponse courte pour que tout le monde. Est-ce que l'on sait si les modalités de financement, et notamment sur les critères d'obtention des forfaits, vont évoluer à la lumière de la disparition des USC et des soins additifs polyvalents? Alors, il va y avoir une discussion sur le sujet. Moi, je ne peux pas t'en dire plus. Il va y avoir une évolution. Tu sais que le rapport de l'IGAS avait dit que la réanimation était sous-financée et que c'est ça qui l'handicapait beaucoup. Donc, il va y avoir un travail sur le sujet et une évolution. Est-ce qu'elle va être aussi bénéfique qu'on l'espère? Et de quelle ampleur, je ne sais pas. Toute dernière. Toute dernière question. Donc, Anne Hardy Kamakochi, hôpital privé du Vergalon, RDSD, SNAF. C'est une question qui n'est pas trop donnée pour une fois. Tu as parlé de la formation des infirmières sur 8 semaines d'adaptation à l'emploi. Je pense que c'est un pas vers la reconnaissance de la qualité et de la technicité de nos infirmières. Quelle suite va être donnée sur ce point qui me paraît très important? Et également la valorisation de ces infirmières, infirmiers évidemment, qui sont nos collaborateurs. Oui, bien sûr. Et puis, quand on parle des infirmières, on parle tout de suite des aides-soignantes. Je vous rappelle que les infirmières ont eu une prime, qu'on n'a pas eu les aides-soignantes, et ça a fait réagir beaucoup à juste titre. Donc, effectivement, là aussi, c'est un travail. Je ne vois pas la présidente. Tu vas rajouter quelque chose. Vas-y, en 2 mots. Mais il y a une discussion sur la reconnaissance diplômante, pas diplômante, etc. C'est une discussion. Et sur la reconnaissance salariale, je dois dire que pour le moment, le ministère coche c'est fait. C'est-à-dire que la prime, pour le moment, il considère que la reconnaissance salariale, c'est fait. Et évidemment, pour nous, ce n'est pas satisfaisant et il faudra aller plus loin. Je crois qu'il faut que j'arrête. Merci beaucoup. Bon, on enchaîne. Donc, on va passer, ce ne sera pas Éric Maury, ça sera Michael Darmon qui va nous donner quelques éléments concernant la CRLF. Merci beaucoup. Éric Maury s'excuse de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Donc, je vais assez rapidement essayer de faire un tour des nouveautés concernant la SRLF. Vous savez que la Société de réanimation de langue française est une société savante. Elle se veut la société de tous les réanimateurs et de tous les soignants de réanimation, afin de bien appuyer le rôle des soignants et des paramédicaux dans la société. Vous savez que depuis 1 an, la société s'est dotée d'une vice-présidente pour les paramédicaux, qui est Sylvie Letellier. Et ce n'est pas un hasard, puisque en marge de la SRLF, il y a plusieurs groupes de travail. Le groupe FEMIR, qui s'intéresse à la place des femmes en réanimation. Un groupe de travail qui est dirigé par Guillaume Thierry sur les proches. Et le groupe FEMIR, qui est un peu plus ancien, a amené la société à changer ses statuts et dorénavant, la société se veut une société où la parité soit respectée. Alors, c'est une parité stricte pour le CA de la SRLF, qui est paritaire dès maintenant, et on tend vers la parité pour l'ensemble des commissions. Ce n'est pas encore effectif dans toutes les commissions, mais on avance et on travaille dessus. Aujourd'hui, le président de la SRLF, c'est Éric Maury. Le vice-président à la francophonie, c'est Fécri Abroug. Vous savez que le président et le vice-président à la francophonie finissent leur mandat. La présidente élue à partir du mois de juin est Muriel Fartouk. Et Laurent Papazian sera le président. Et le vice-président à la francophonie qui a été élu est Khalid Abidi, qui est un collègue marocain, qui est membre de la SMAR, la Société marocaine d'anesthésie et réanimation, et qui représentera la francophonie au sein de la société. Comme j'ai dit, il y a plusieurs groupes de travail. Un des groupes de travail, c'est les familles et les proches. Guillaume Thierry a pris à bras-le-corps ce sujet, a monté un groupe de travail qui inclut des proches, des patients, des soignants de réanimation,
L'idée, c'est d'avancer sur ce sujet, puis d'être plus lisible aussi et plus entendable quand il y a des questions portant sur ce sujet. La société a fait un énorme travail, et là, je vais juste l'effleurer, puisque Éric Maury va publier dans les jours qui viennent un éditorial, et puis ça vous sera présenté lors de l'Assemblée générale de la SRLF sur les conflits d'intérêts. Ce groupe de travail a été mené par Frédéric Schortgen, Guillaume Thierry, Jean-Philippe Rigaud. Ça a été un énorme travail. Ce travail porte ses fruits, puisque les choses sont en train de se mettre en place, et vous entendrez l'ensemble des mesures qui ont été proposées lors de l'Assemblée générale de la SRLF. Et puis enfin, lors de l'Assemblée générale, on vous présentera les modifications que l'on souhaiterait mettre en place et qui portent notamment sur une meilleure inclusion des différents groupes associés à la société, que ce soit la RDST, que ce soit le CREUF, que ce soit le GFRU. On souhaite que la place de leurs représentants dans la société évolue. Enfin, il est difficile de ne pas parler du Congrès. Vous savez que le Congrès a changé de date, on commence à s'habituer à ces nouvelles dates. On va essayer de mettre en place plein de nouvelles mesures pour essayer de faciliter cette transition. Il y a plusieurs points de difficulté. La date à laquelle les élections ont lieu et la date à laquelle il faut être à jour de ses cotisations pour pouvoir voter. Ça a posé des problèmes à plusieurs d'entre nous. S'habituer aux nouvelles dates pour les bourses, qui ont été jusqu'à cette année encadrées par Nicolas Terzi, qui a un énorme travail qu'il a mené pour la société. Et on va essayer de faire en sorte que ce changement de disposition dans l'année de différentes deadlines soit la plus simple possible pour les membres. Il y a encore eu quelques frottements, mais ça devrait aller mieux dès l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au congrès, au groupe de travail? On enchaîne. Et donc, c'est Djilali Hanan pour le syndicat des médecins réanimateurs. Merci Stéphane, merci Olfa, bonjour tout le monde. Donc le syndicat des médecins réanimateurs, quelques mots. La première, tout le monde ne le sait pas, mais les structures syndicales sont constitutionnellement des structures pour lesquelles les gouvernements ont obligation de négociation pour prendre toute mesure concernant le travail. Ces négociations se font avec des syndicats dits représentatifs. Donc, dans le monde médical, et en particulier dans le monde médical hospitalier, qu'il soit public ou privé, les structures syndicales classiques que sont la CFDT, la CFTC, la CGT, etc., ne sont absolument pas représentatives des médecins. Et donc, un certain nombre de syndicats médicaux existent dans le monde hospitalier. Aucun d'entre eux, à l'exception d'un, n'est représentatif. C'est-à-dire que dans les élections locales syndicales, ils font concurrence aux gros syndicats comme sont CGT, CFTT, CFTC, Sud, etc. Et donc ce syndicat, c'est le SNPA. Donc c'est la seule structure syndicale aujourd'hui qui est suffisamment représentative dans le monde hospitalier pour participer aux tables de négociation sur toutes les questions qui sont relatives au travail. Les autres syndicats, dont le syndicat des médecins réanimateurs, nous travaillons dans le cadre d'intersyndical, de façon à être effectivement représentatifs. Et ce que vous savez peut-être, c'est qu'il y a deux intersyndicales qui sont particulièrement représentatives, qui sont la CMH à laquelle nous démargeons, la commission médicale hospitalière, qui s'allie aussi quand il le faut dans le cadre de l'Alliance, avec le SNAM qui regroupe beaucoup de chirurgiens, notamment chirurgiens gynéco-obstétriciens. Et de l'autre côté, vous avez donc autour de l'ASFAR et l'IPH Avenir, qui est l'autre grosse structure intersyndicale. Donc tous les textes, quels qu'ils soient, sont systématiquement présentés et discutés, et donc aux intersyndicales. Notre syndicat est très fort dans l'intersyndicale, puisque deux de nos membres du bureau
alors Didier Thévenin et Jean-Luc Chagnon, sont membres du bureau de la CMH. Et donc, on est sur un bureau qui comporte 6 membres. Donc, on est vraiment, on a un poids très important au niveau de la CMH et on fait passer toutes nos mesures par ce biais-là. Donc ça, c'est important de rappeler à quoi ça sert le syndicat. Nous, on a 2 actions principales qui sont sous le chapeau de protéger les droits des médecins réanimateurs. Donc, on le fait au niveau individuel. Donc, le syndicat agit beaucoup pour accompagner des collègues qui sont en difficulté dans leur établissement. Et on voit malheureusement que c'est très fréquent. Et donc, on a beaucoup de dossiers individuels que l'on gère. Donc, ça nous arrive d'assister, d'accompagner le collègue, par exemple, dans des réunions avec leur directeur d'hôpital, ou parfois même de provoquer des réunions au niveau de l'ARS, voire d'accompagner au niveau du CNG, et pour certains, y compris au niveau d'expertise judiciaire. Donc le syndicat a un très gros travail, une mission importante, d'accompagner chacun ou chacune, à titre individuel, qui se retrouveront en difficulté dans son établissement. Alors, on fait la part des choses entre des situations, non pas de conflit, mais compétitives, dans un écosystème local, et donc on n'intervient pas quand il n'y a pas, les droits individuels ne sont pas mis en cause ou bafoués. Ça, c'est le premier niveau d'intervention. Le deuxième niveau d'intervention, c'est plus dans l'action collective. Et donc, dans l'action collective, il y a deux axes principaux qu'on défend, qui ont comme point commun la qualité de vie au travail. Le premier, donc, c'est qu'on ne lâche pas le morceau sur le fait qu'il faut qu'à terme, la réglementation précise le nombre de médecins nécessaires pour le fonctionnement d'un service hospitalier, d'un service de soins critiques, et en particulier d'un service de réanimation, de façon à ce que le nombre d'équivalents temps plein, de jour comme de nuit, soit réglementairement défini et de façon à pouvoir garantir le bon fonctionnement des unités. Pour ça, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment par le syndicat, en particulier Olivier Lucier de La Rochelle avait fait un très gros boulot il y a quelques années, qui avait été publié dans la revue de notre spécialité, avec un travail y compris comparatif avec ce qui se passe dans la plupart des pays européens. Donc on a des données, entre guillemets, scientifiques, parce que le syndicat ne fait pas de science, des données en tout cas objectives sur, compte tenu des différentes missions que les médecins qui travaillent dans les services de soins critiques doivent accomplir, eh bien, combien il faut de TP pour un certain nombre de lits de réanimation. Et donc, on continue de défendre, notamment au travers de la CMH, au travers de tous les relais qu'on peut, le fait que la réglementation, il ne faudra pas attendre 20 ans, parce qu'il ne nous a pas échappé que dans les nouveaux décrets, il y a une clause de revoyure à 3 ou 5 ans, et donc il est déjà anticipé que les décrets soient évolués à une échéance plus courte que dans 20 ans. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément de travail, c'est on travaille au niveau du syndicat à produire un guide qui a pour objectif d'aider localement à l'organisation du temps de travail. Donc, la question de l'organisation du temps de travail dans les services, c'est entre temps de travail continu ou autre, en fonction qu'on a un service hospitalier, hospitalo-universitaire, en fonction de la taille du service, de l'écosystème local, c'est potentiellement compliqué. On le voit bien, peut-être que c'est le cas pour un certain nombre d'entre vous. Dans beaucoup d'endroits, l'organisation en temps continu représente une amélioration au moins salariale importante, voire une amélioration dans la qualité de vie au travail, mais ça se fait souvent avec frottement, parce que bien sûr, ça se fait au détriment d'autres spécialités du même hôpital. Mais on s'est aperçu, par exemple, que nos collègues anesthésistes réanimateurs avaient dans un nombre significatif d'hôpitaux obtenu pour leur spécialité ces avancées. Et donc, on a aujourd'hui, peut-être c'est le cas dans certains de nos services, on a au syndicat des services qui nous sont montés où
si vous êtes praticien hospitalier en anesthésie-réanimation, vous bénéficiez d'un certain nombre de ces avantages, y compris temps de travail continu, temps de travail additionnel, plage additionnelle, rémunération qui va avec. Et si vous êtes PH-MIR, par exemple, eh bien, vous n'y relevez pas. Ou de la même façon, si vous, comme l'anesthésie réa est reconnue comme une spécialité en tension et pas la MIR pour l'instant, là, vous bénéficiez là encore d'indemnités supplémentaires qui peuvent aller jusqu'à 30 000 € par an. Parce que, alors, en étant dans le même service, vous avez une très forte. Donc, on travaille à gommer ces inéquités et donc, on devrait pouvoir présenter dans les prochains mois un guide qui a pour vocation simplement d'aider chacune et chacun d'entre nous, localement, à travailler, à identifier quel est le meilleur mode d'organisation du temps de travail pour améliorer, la qualité de vie au travail, l'attractivité, et puis aussi, pourquoi pas, d'augmenter aussi les rémunérations, parce que contrairement à ce qu'on pense, il y a plusieurs leviers qui peuvent permettre d'obtenir soit de façon indemnitaire, soit même sur le salaire, une revalorisation, et c'est souvent méconnu de la part des collègues. Voilà le travail que fait le syndicat et ses acteurs. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Docteur Raymond de Soissons. En fait, elle a juste une question par rapport au nombre de médecins de garde. Est-ce que vous travaillez sur ça? Parce que nous, on est toujours confrontés, on doit expliquer, quand on est seul médecin de garde en réanimation, on est là pour la réanimation. On n'est pas là pour l'hôpital. Sauf que ça, c'est très difficile à expliquer aux autres médecins. Et bon, l'administration, on y arrive un peu, mais il faut une phrase claire pour un noir sur blanc, qu'on est là pour la réanimation, on n'est pas là pour faire le deuxième interne de l'hôpital. Vous avez complètement raison, c'est dans la réglementation. Je rappelle que la réglementation elle dit très clairement que le médecin réanimateur, théoriquement, n'a pas le droit de sortir des murs de la réanimation. Dans le nouveau décret, il va aussi s'occuper des UJP qui sont contigus, mais en tout état de cause, on ne peut pas imposer, par exemple, aux réanimateurs d'aller s'occuper aussi du bloc opératoire ou d'aller s'occuper des urgences, ou d'aller faire la contre-visite dans un autre étage de l'hôpital. Ça n'est pas réglementaire. Et là, c'est typiquement l'aide que individuellement le syndicat peut vous apporter. Si c'est le cas dans votre établissement, vous nous saisissez et on interviendra auprès de la direction de l'hôpital pour faire changer les choses. Et ça marche. Bonjour, Joanne Chapy, je suis manager sur Henri à Cholet. Je voulais juste revoir avec vous au niveau de la visibilité de votre syndicat. Moi, j'étais vraiment en difficulté quand j'ai voulu récupérer des informations, parce qu'on a un gros travail aussi sur l'activité de vie au travail, etc. en service. Et j'ai dû me rabattre sur la SNFAR, qui est un document utile, mais finalement pas tant adapté que ça, parce que ça accède beaucoup pour l'anesthésie. Bien sûr, la SNFAR, comme je l'ai dit, c'est le seul syndicat médical qui a suffisamment d'adhérents pour que les élections professionnelles dans les hôpitaux soient représentatives. Donc, ils ont une visibilité qu'aucun autre syndicat médical n'a. Ils sont dans la même visibilité que la CGT, la CFDT, etc. Donc, l'ESMR, nous, encore une fois, d'abord, on essaie d'être visible auprès de nos adhérents, on essaie de passer l'information, de passer le relais, et puis on agit beaucoup au travers de la CMH et de l'intersyndicale, par laquelle, encore une fois, on pèse un poids lourd, puisque on a sur les 6 membres du bureau, 2 sont membres du bureau de l'ESMR. Récupérer les outils que vous construisez, sur lesquels vous travaillez, il y a un moyen, en fait, voilà, j'arrive pas à les... Oui, on a un site, il y a le site du SMR, c'est Julien Mézel qui le pilote, et puis on vous donnera, si on fait SMR sur Google, on trouve sans problème le site. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le temps continu dans l'enquête démographique? C'est plus de la moitié des services de réanimation l'année dernière qui sont en temps continu. Et avec, dans l'enquête 10 ans précédent, la question n'était même pas posée, quoi. Donc il y en avait probablement très très peu. Oui, mais en fait, il faut. Là où c'est problématique, c'est
c'est d'assurer que dans les situations où il y a effectivement une organisation en temps de travail continue, elle est bien réelle aux yeux de l'administration hospitalière. C'est-à-dire qu'elle se traduit effectivement par les rémunérations ad hoc lorsque l'on dépasse les 48 heures lycée sur 4 mois. On se rend compte, en réalité, c'est assez peu souvent le cas. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, on n'est pas familier avec ces textes-là, voilà, on n'a pas beaucoup de relais, pas beaucoup d'informations. Donc c'est le travail que va faire le syndicat de fournir à chacun ce petit guide qui permettra, si on est dans ce type de modalité d'organisation de temps de travail, de vérifier que chacune et chacun ont effectivement les avantages concernés. Il faut savoir par exemple que le temps de travail continu, ce n'est pas forcément une organisation aujourd'hui en tout cas à privilégier dans les structures universitaires, parce que les HU ne peuvent pas émarger au temps de travail continu. Donc, ça veut dire qu'on crée dans le service, on risque de créer dans le service une situation compliquée entre les praticiens hospitaliers qui ont accès à la modalité, les HU qui n'ont pas accès à la modalité et qui vont faire potentiellement le même travail. C'est tout ça, c'est toutes ces choses-là que l'on souhaite au niveau du syndicat, pouvoir fournir de façon individualisée. Un tel va venir nous voir avec son projet, et on tienne compte, non pas de règles générales, mais bien de la situation locale pour pouvoir au mieux les conseiller, voire les accompagner. Il y a dans votre travail une part d'état des lieux, parce que, y compris dans les services HU, enfin, je sais qu'il y en a au moins en France qui a franchi le pas et qu'il y en a plusieurs où c'est probablement en cours. Quoi. Absolument. On a démarré l'enquête. Alors, on n'a pas parti sur une enquête nationale. On va faire l'enquête au travers des membres, des adhérents du syndicat. Ça permettra déjà une bonne couverture, un bon échantillonnage des différentes situations. Merci Djali. Charles Serpin, Poche-Sorel. Est-ce que vous avez une réflexion sur la participation à la garde pour les praticiens les plus âgés? J'ai l'impression que dans les générations actuelles, passé un certain âge, la problématique de la garde devient un problème, surtout que ça représente une part salariale importante. Alors, c'est clair. Là encore, il y a malheureusement le statut pour les médecins, en tout cas, qui sont sur les statuts de praticien hospitalier. Malheureusement, le statut de praticien hospitalier impose la participation à la permanence de soins et ne met pas limite d'âge sur cette permanence. Donc, ceux qui ont le statut de praticien hospitalier, même s'ils sont à la veille de leur retraite, peuvent se voir imposer par leur administration une garde sans pouvoir échapper de façon, pour être caricaturale. C'est aussi un point sur lequel on essaie de travailler pour améliorer la qualité du travail. Et aussi, là encore, pour parler de la permanence des soins, je rappelle le vieux combat, c'était un combat qui date, je vois Jean, un combat qui date de Claude Gibert. Non, mais pour dire, un vieux combat qui date de Claude Gibert, qui est celui de la reconnaissance des 3 plages et non pas de 2 sur la période de 24 heures. Et ça, pour l'instant, c'est quelque chose auquel nos collègues anesthésistes réanimateurs ont toujours été défavorables. Ça semble commencer à évoluer de leur côté. Donc on a là encore, alors on ne sait pas très bien sur quel vecteur on pourra le faire porter. On n'est pas sûr que ça puisse relever de la circulaire, mais peut-être d'un arrêté en prenant en compte le nouveau décret sur les soins critiques et sur un support de type arrêté, de pouvoir faire évoluer vers ça. Très brièvement, pour dire qu'il peut y avoir une piste dans la mesure où la PDSES, telle qu'elle est définie dans les établissements privés, à partir du décret de 2002 à 2005, mise en œuvre en 2005, elle stipule qu'il y a 3 plages horaires. Ça existe de facto sous forme de l'astreinte, et dans la garde, il y a la nuit, début de nuit, nuit profonde. Voilà. Pour nous, c'est un enjeu, parce qu'on est dans un système de rémunération qui n'a pas évolué depuis 2005, donc ça nous pose un vrai problème. Et pour nous, ça peut être une façon d'ancrer l'existence de cette nuit profonde, qui est la caractéristique de notre métier à nous, réanimateurs. Absolument.
On va enchaîner. Donc, on aura, là maintenant, on va avoir Lionel Liron, président de la PCP. C'est pas Lionel, c'est pas Lionel, oui, je vais. Bonjour, oui, donc Lionel n'a pas pu se joindre à nous. Donc moi, je suis Arnaud Galbois, je travaille à Quincy sous Sénart à l'hôpital privé Claude Gallien. Donc, merci de donner la parole à l'association des réanimateurs du secteur privé. Donc, pour parler de notre actualité, nous, ces derniers mois, elle s'est articulée autour de 4 points particuliers. La première, c'est que nous avons mis à jour le recensement de notre activité pré-Covid, avant la pandémie, puisque la FHP a refait une analyse qu'elle avait déjà fait il y a quelques années en interrogeant la base PMSI nationale sur toute l'année 2019 pour un petit peu décrire notre activité. Donc, on est toujours 54 services de réanimation privés en France. On représente 11% des lits de réanimation et 12% des séjours, donc c'est stable dans le temps. Ces 12% des séjours, ça fait 30 000 séjours par an. Ça peut paraître un peu dérisoire, mais en fait, c'est juste un peu au-dessus de l'ensemble des réanimations de la PHP. Donc, c'est pas si dérisoire que ça. Il y a quelques disparités quand on s'intéresse aux patients admis dans ces services par rapport au public. Dans le privé, il y a une surreprésentation des séjours post-chirurgie cardiaque avec CEC. Ça, c'est lié au fait que, vous savez, il y a certains services de réanimation dans le privé qui sont quasiment dédiés à la chirurgie cardiaque dans des gros centres. Ça aboutit à des patients pris en charge dans le privé plus âgés, 68 ans en moyenne versus 60 ans dans le public, avec un IGS2 moyen légèrement inférieur dans le privé. Mais en fait, quand on s'intéresse à l'IGS2 par diagnostic principal dans la CIM10, on a des IGS2 identiques à ceux du public, donc des patients aussi graves pour pour une pathologie donnée. La deuxième, donc ce document, si ça vous intéresse, il est disponible sur le site de la FHP. La deuxième actualité, ça a été évidemment notre implication dans la prise en charge des patients Covid, qui a été bien mise en évidence par le rapport de la Cour des comptes et de l'IGAS. Ces deux rapports ont relevé des dysfonctionnements d'articulation entre le privé et le public, tout en précisant bien que ces dysfonctionnements étaient surtout variables d'une région à l'autre. Il y a des régions dans lesquelles ça s'est très bien passé et qu'ils étaient surtout présents au début de la première vague. Ces rapports prônent de définir une coordination pérenne entre le public et le privé. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel nous sommes très demandeurs à la RDSP et qu'il n'y ait plus de guéguerre entre établissements et qu'on collabore de façon tout à fait normale. La FHP a fait une enquête sur toute l'année 2020, donc uniquement l'année 2020, qui a montré que 11% des Covid graves en réanimation avaient été pris en charge dans des réanimations privées. Donc, comme on a de base 11% des lits, ça veut dire que l'effort d'augmentation du nombre de lits dans le privé a été proportionnel à celui du public. Voilà, et puis ce que je voulais vous dire sur le Covid. Et puis, je voulais finir par vous parler de deux problèmes particuliers qui nous touchent de façon inédite pour nous, parce qu'on était préservés jusqu'alors, mais ce n'est plus du tout le cas. Le premier, c'est l'impact de la pénurie en personnel paramédical. On a effectué une enquête auprès des réa privés en janvier dernier, qui montre que 62% de nos services de réa privés avaient des lits fermés faute d'infirmières, ce qui n'est jamais arrivé. Enfin, moi, mes lits confirment pour les congés d'été n'ont jamais réouvert en fait depuis l'été dernier. Ça, c'est vraiment la première fois qu'on voit ça. En moyenne, 4 lits fermés par service. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pense, en fait, les infirmières du privé ne sont pas mieux payées que dans le public. Elles sont même plutôt en moyenne moins bien payées. Leur grille salariale est plutôt favorable au privé en début de carrière et puis est favorable au public en fin de carrière. Donc, on a des problèmes identiques au public. Et encore une fois, c'est assez historique. Et donc, la RDSP, comme la FHP, plaide pour qu'il y ait une équité de revalorisation salariale et des grilles salariales identiques entre les deux secteurs. Ça, on a attiré l'attention de la FHP et des directeurs des grands groupes à travers différents courriers sans effet pour l'instant. Et puis, le dernier problème qui, pour nous, est nouveau également, mais majeur, c'est l'impact de la pénurie des médecins réanimateurs. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le secteur privé, en fait, il y a deux façons d'exercer, il y a deux modèles. Il y a un modèle plutôt historique
où en fait, il y avait une grosse équipe d'anesthésie et réanimation qui gérait les blocs opératoires et puis qui gérait une réanimation à côté avec des médecins qui avaient un exercice mixte entre l'anesthésie et la réanimation. Dans ce modèle, il y a peu de place pour les MIR, mais il y avait quand même quelques MIR qui étaient présents, mais du coup uniquement dans les services de réa. Et ce modèle a un avantage certain, c'est qu'il permet de mutualiser la liste de garde. Donc il y a un médecin de garde pour l'anesthésie, un médecin de garde pour la réanimation. Et quand vous avez, comme par exemple dans une clinique à Bézanne, 30 anesthésistes réanimateurs, vous pouvez tout à fait faire tourner les deux listes de garde sans aucun problème. Mais c'est un modèle qui a vécu, qui est plutôt en train de diminuer. Il y a plus de 40% des services qui fonctionnent comme ça. Le nouveau modèle, grâce à l'arrivée de MIR dans le privé, c'est que maintenant, dans 60% des services, il y a des équipes dédiées à la réanimation. Et ces équipes sont constituées soit de MAR, soit de MIR, mais ils ont un exercice exclusif de la réanimation pour 75% des médecins réanimateurs libéraux. Le souci, c'est que en général, on fonctionne avec des équipes très réduites, de 3 à 5 équivalents temps plein, selon notre enquête, et que quand vous avez un service de 15 lits de réanimation comme le mien, en fait, vous générez des honoraires qui permettent de rémunérer 4 médecins qui font de l'activité temps plein de réanimation et pas plus. Si vous augmentez votre équipe à 5 ou 6 ou 7 équivalents temps plein, en fait, vous vous retrouvez avec des revenus inférieurs à un revenu de praticien hospitalier. Ce qui n'est pas possible quand on sait que on n'a pas de congé payé, une responsabilité médico-légale nettement supérieure, parce que quand il y a un procès dans le privé, ce n'est pas le service qui est attaqué, c'est directement le médecin. Il y a 2 avocats différents. Il y a l'avocat de la clinique qui essaie de dire que c'est à cause du médecin que ça s'est bien passé, et puis l'avocat du médecin qui essaie de le défendre. Et puis, pas de revalorisation salariale avec l'ancienneté, et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, l'obligation de participer aux retraites jusqu'à l'âge de 67 ans. Aux gardes, pardon. Jusqu'à l'âge de 67 ans. Du coup, le fait de fonctionner avec des petits effectifs nous oblige à faire appel à des remplaçants pour pouvoir partir en congé ou prendre des gardes. Et donc, 80% des réa privés font appel à des remplaçants réguliers. Et actuellement, 70%, selon notre enquête de janvier dernier, déclarent avoir des difficultés à trouver des remplaçants en journée pour prendre des congés. Et 80% ont des difficultés à trouver des remplaçants pour les gardes. Ça, c'est un phénomène qui s'est considérablement aggravé avec le Covid. On a vu des remplaçants qui étaient peut-être moins motivés pour venir faire des gardes. Et donc, on s'est retrouvé, moi j'ai fait pendant 4 mois, 8 gardes par mois. À un moment donné, ça devient très compliqué. Et donc, on a beaucoup réfléchi sur le sujet. Comme l'a dit Anne tout à l'heure, le vrai souci, c'est l'absence de revalorisation des actes depuis maintenant 20 ans, parce que les actes ont été définis en 2005. Et en fait, déjà, depuis 2005, en France, il y a eu 20% d'inflation, donc les actes, eux, n'ont pas bougé. Et puis, le forfait également des PDSES, c'est-à-dire des gardes de nuit qui sont octroyés par la Sécurité sociale. Et dans le privé, une garde de nuit, c'est 229 € d'honoraires brut, c'est-à-dire avant URSSAF. Donc, en fait, il vous reste 115 € pour une nuit. Donc, c'est sûr que c'est largement insuffisant pour attirer des remplaçants ou même la relève, puisqu'on a même des collègues qui disent qu'ils ont du mal à trouver quelqu'un pour prendre la succession de leur activité. Donc, ce phénomène qui est finalement relativement nouveau et aggravé encore une fois dans cette ambiance post-Covid, fait que certains même, lors de notre dernier CA, prévoyaient de revenir à leur spécialité initiale, c'est-à-dire d'anesthésie pour les anesthésistes réanimateurs ou leur spécialité médicale pour ceux qui avaient le test de réanimation. Ce qui nous rend assez pessimistes pour l'avenir. Donc, on a essayé de faire feu de tout bois, on a contacté le SMR de Pivali, on a contacté le SNARF, on a contacté la DGOS, on a écrit des courriers à Cata Julienne, on a eu des réunions avec l'ARS, mais bon, finalement, très peu de retours, voire aucun, et pas vraiment de solution. Et c'est sûr qu'on se rend compte maintenant qu'on souffre vraiment d'une sous-représentativité au niveau national et au niveau syndical. Et bon, il va bien falloir qu'on trouve une solution parce que l'avenir ne semble pas très rose. Voilà. Je sais pas si des questions. Merci beaucoup. Effectivement,
c'est une problématique. Moi, je sais pas, mais en tout cas, moi, quand j'interroge un peu les jeunes, les experts, ça marche, non? Quand j'interroge les jeunes externes, avant de s'engager dans notre spécialité, le problème et l'obstacle, c'est quand même une spécialité très hospitalière, elle n'est pas ouverte à la clinique, à l'activité privée. Et en fait, on a vu quand même une lueur d'espoir en voyant des équipes MIR s'installer dans le privé en disant, voilà, il y a une diversification de l'activité et donc vous allez avoir d'autres types d'activités. Mais là, comme vous le présentez, ça a l'air d'être quand même assez compliqué pour recruter des nouveaux médecins, attirer des nouveaux médecins. Alors, est-ce qu'il y a des mesures? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des demandes particulières pour essayer de débloquer cette situation? Il n'y a pas de mesures dans l'immédiat. Après, il faut voir que, comme je vous l'ai dit, les réanimations qui s'en sortent le mieux, finalement, sont celles qui sont restées dans l'ancien modèle, c'est-à-dire avec une fusion des équipes réanimation-anesthésie, avec parfois des MIR qui, eux, font 100% de leur activité en réanimation et toute leur garde en réanimation, et puis les anesthésistes qui font leur activité en journée en anesthésie et qui participent au pool de garde de réanimation. Mais ce modèle-là est en train de disparaître, d'une part, par, au départ, un espèce d'enthousiasme qui fait qu'on s'est dit on va monter des réanimations comme on a tous connu dans le public avant d'aller dans le privé, et avec un exercice exclusif. Et puis, ça s'est mis à fonctionner pas mal, mais comme je vous l'ai dit, avec l'obligation de faire appel à des remplacements. Et quand il n'y a plus de remplaçants, là, le système explose en fait. Donc, on a peur de revenir à l'ancien système, d'une part parce que, moi je suis issu de la filière MIR, mais c'est aussi que je suis convaincu que le meilleur moyen et la meilleure qualité des soins, c'est quand on a un exercice exclusif en réanimation, y compris pendant les gardes, et que ce n'est pas parce qu'on fait l'anesthésie la journée qu'on sait bien faire une garde en réanimation. Et l'autre problème, c'est que les anesthésistes, même si moi je demandais aux anesthésistes de notre établissement de nous aider, ils ne veulent pas en fait. Parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'eux, ils gagnent 3 fois plus que ce que gagnent les réanimateurs. Hein. Donc ils n'ont qu'une envie d'aller se rajouter des gardes pour pas grand-chose. Donc ça semble complexe. Ensuite, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? D'ailleurs, pour tout vous dire, on a des internes, on voit bien, on a des internes MIR, des internes de spécialité et des internes MAR. Les internes MAR qui passent chez nous, ils nous disent tous, évidemment, on essaie de les fidéliser en disant plus tard, tu reviendras faire des gardes et tout ça. Et en fait, ils nous disent tous, c'est bien sympa le privé, c'est pour ça que je suis venu, c'est génial, mais bon, franchement, moi, j'ai découvert la structure, ce qui m'intéresse le plus dans la structure, c'est l'anesthésie. Justement. Par contre, pour les MIR, vous avez des internes MIR? Oui, on a des internes MIR, dont certains reviennent faire des gardes après, et dont certains sont... c'est assez récent, donc on n'est pas encore au stade où ils pourraient s'installer chez nous, mais on essaie de garder le contact avec eux. Ouais. J'avais posé justement une question là-dessus en termes d'agrément et de capacité d'accueil d'internes, parce que c'est vrai que nous, dans les demandes de postes d'internes qu'on formule, un des contre-arguments qui nous est parfois opposé, c'est les capacités de formation. Et donc, il y a 2 réponses. Et un, dans les services extra-universitaires, il y a des capacités d'accueil qui sont très importantes et parfois sous-estimées. Et l'autre secteur, c'est dans le privé. Alors, c'est assez hétérogène sur le territoire, mais vous en mettez où dans vos discussions? J'en ai pas parlé parce qu'on n'a pas refait l'enquête depuis 2019. Et en 2019, il y avait un tiers des répondants qui accueillaient des internes déjà, et 40% des services qui aimeraient soit en accueillir ou en accueillir plus. Donc ça faisait quand même une certaine réserve. Après, c'est sûr que quand je discute avec les internes qui sont chez nous, on a une réanimation de 15 lits, on a 3 internes. Quand je vois certains CHU avec des réanimations comparables, ils ont souvent au moins 2 fois plus d'internes que nous. Mais en fait, c'est un système qui nous va bien et ça fait même partie de l'attrait de nos services. C'est-à-dire que les internes qui viennent chez nous savent qu'ils vont poser 2 fois plus de caté que s'ils étaient en CHU, qui vont intuber 2 fois plus, et puis on leur fait un petit parcours extrêmement personnalisé. En général, ils sont très satisfaits, mais le fait d'être peu nombreux fait aussi un critère de satisfaction finalement.
Damien Laron de Colombes. Donc, ils sont moins nombreux, ce qui est pratique parce qu'on voit plus de malades, on va dire, individuellement, mais par contre, la liste de gardes internes ne peut pas être remplie. Et est-ce que les structures privées, dans leur intégralité, lorsqu'ils accueillent des internes, MIR notamment, peuvent faire des gardes de réanimation, parce qu'un stage MIR sans garde est problématique? Tout à fait. Alors en fait, historiquement, la convention qui avait été passée entre le privé et la PHP avait oublié les gardes, puisqu'ils étaient partis du principe que si l'interne venait dans le privé, en fait, il allait faire des remplacements. Et donc, on leur a dit, non, l'interne, il est premier seul, il ne va pas me remplacer moi, il vient faire des gardes d'internes. En plus du senior, il ne va pas remplacer le senior. Ils sont partis de cette idée parce que je crois que les premiers internes qui sont allés dans le privé étaient des internes de chirurgie, notamment des vieux ophtalmos, et que ça se faisait que l'ophtalmo du privé se fasse remplacer par son propre interne. Bon, ça, évidemment, en réanimation, ça ne se passe jamais comme ça. Donc oui, la liste de garde n'est pas remplie. L'interne choisit une garde par semaine, celle qu'il veut. Donc en règle générale, le jeudi est bien choisi. Et le dimanche aussi. Et puis donc il y a des soirs où il n'y a pas d'interne de garde, et puis des soirs où il y a un interne de garde. Et donc, comme je disais, la rémunération et le fait de faire des gardes n'avaient pas été prévus dans la convention. Donc actuellement, pour ce qui est des hôpitaux d'Île-de-France, l'interne touche une fiche de paye qui est éditée par la PHP. La clinique rembourse la PHP plus 10% de frais de dossier, parce que ça coûte cher de faire une fiche de paye. Et du coup, comme les gardes ne sont pas prévus, la clinique leur crée un contrat de travail uniquement pour les gardes et elle leur rémunère leurs gardes. Mais oui, je ne crois pas qu'il y ait un terrain de stage, en tout cas à ma connaissance, où il n'y a pas de garde. De toute façon, quand on a eu l'agrément, c'était des conditions aussi économiques. Ok, merci. Je vous propose qu'on enchaîne. Merci beaucoup. Et donc, c'est Sabine Valérin, qui est la présidente de la Fédération nationale des infirmiers de réanimation. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation à partager cet échange avec vous. Moi, donc, je suis Sabine Valérin, je suis infirmière en réanimation, en médecine intensive réanimation à Marseille. Et il y a depuis 2 ans maintenant, je suis présidente de la Fédération nationale des infirmiers de réanimation. Je vais vous présenter ça en 3 points. Donc, si on parle du passé, qui est très court, puisqu'on a plus de 2 ans d'ancienneté. En fait, au décours du début de la pandémie, on s'est dit que vraiment, il fallait qu'on crée quelque chose, une union de nos forces, mais aussi c'était à but d'échange et de reconnaissance. Et donc, on a monté la fédération dans un premier temps, surtout pour pouvoir participer à l'écriture d'un texte pour le Ségur. Et puis, là-dessus, on a enchaîné avec pas mal de projets. Bien sûr, si on a pu créer cette fédération, c'est parce qu'on est tous membres des sociétés savantes de Réa. Et on a été largement portés et supportés dans nos projets par eux. Et ça, vraiment, merci à tous ceux qui font partie de ça. Donc, néanmoins, on a essayé d'avancer de notre côté parce qu'on était dans cette période de pandémie qu'on a tous vécu largement. Et au final, je pense que même si vous étiez tous convaincus que, bien entendu, il y a une vraie valeur ajoutée au travail réalisé par les paramédicaux de réanimation et notamment les infirmiers, là, ça nous a sauté au nez puisque lors de la première vague, on a accueilli du personnel venant de toutes sortes d'horizons et qui ont été vraiment nos sauveurs aussi pour pouvoir assumer ce qui nous tombait dessus. On s'est vite rendu compte qu'il y avait infirmiers de réanimation natifs et puis infirmiers de renfort. Et on n'a pas pu du tout extrapoler les rôles et se retrouver donc avec une évidence que la formation faisait partie de la base en fait. Ce qu'il faut savoir, peut-être que vous le savez déjà, depuis 2009, en fait, la formation infirmière, c'est ici bien sûr, mais c'est dans le schéma LMD. Et du coup, lors de cette réforme, a été complètement supprimé le module de 90 heures qui parlait de la réanimation et des soins critiques à l'IFSI. Donc déjà, vous le constatez sûrement sur le terrain, les infirmiers qui arrivent, souvent, s'ils n'ont pas eu la chance de faire un stage pré-pro dans les unités de soins critiques, c'est vrai qu'en termes de connaissances, c'est compliqué et qu'il faut apporter un énorme support de formation, chose qui juste là n'était pas gravée dans le marbre, contrairement à ce que vient d'évoquer Jean-Rémy. Du coup, certains endroits pourraient se permettre de faire la formation qui est quand même préconisée par les sociétés savantes depuis plus de 10 ans maintenant, de 8 semaines de formation d'adaptation à l'emploi, mais certains établissements, bien entendu, ne pouvaient pas du tout se le permettre et donc ça allait de quelques jours à quelques semaines.
Voilà, donc avec un niveau complètement hétérogène des infirmiers. Et voilà. Et donc là-dessus, c'est ajouté au turnover habituel de 20 à 30%, au décours de la pandémie, comme dans d'autres professions, un turnover qui s'est accéléré. Moi, dans mon unité, on est à plus de 60% de turnover sur les 2 dernières années. Donc, c'est sûr qu'on a affaire à des infirmiers qui sont complètement novices. En tout cas, on a perdu nos experts, ou on en perd une bonne partie. Donc, l'AFNIR s'est mise pour objectif de défendre plusieurs choses. Déjà, de connaître et faire reconnaître les spécificités des soignants qui exercent en réanimation. Et puis, d'offrir aussi une formation qui soit adaptée, qui soit une formation de terrain, pas juste une formation, parce qu'on a tous des applications, il y en a des très bien sûrement, il y a du e-learning, on a développé un très beau programme avec la SRLF et franchement, on a formé des milliers d'infirmiers, donc il y avait vraiment ce besoin-là. Mais pour autant, rien ne vaut l'expérience de terrain, on le sait. Et quand on se pose la question, est-ce que la formation, ça va vraiment jouer sur le turnover ou l'absentéisme, il y a des études qui l'ont montré, certaines menées par des infirmières et qui ont été publiées dans de grands journaux. Donc voilà, et on s'est retrouvé donc devant cet état de fait. Et donc, on s'est dit que ce qu'on attend, ce que vous attendez, je pense, dans votre quotidien avec les infirmiers et les paramédicaux en général, c'est d'abord la sécurité et l'efficacité. Et là aussi, les études ont largement prouvé que ça vient, c'est des compétences qui viennent et se développent avec l'expérience. Donc, nous, on a voulu travailler sur ça, sur la formation, donc, comme je vous l'ai dit, et, donc, et enfin, la valorisation, donc que ce soit la valorisation pécuniaire, bien sûr, mais aussi la possibilité pour les infirmiers qui exercent depuis longtemps en réanimation de construire un projet autour de la réanimation. Vous savez, actuellement, les infirmiers, une fois qu'ils sont infirmiers en réa, même s'ils adorent leur métier, eh bien, il n'y a pas de poste reconnu. Il y a des infirmiers doctorants, par exemple, il y en a quelques-uns maintenant en France, et il y en a qui même quittent les services de réanimation parce que, finalement, même d'avoir travaillé et d'avoir leur doctorat ne leur propose aucune offre de travail particulière. Donc, du coup, il y a de la déception et en fait, on se retrouve, donc je vous le disais, face à une fuite d'experts. Donc, les différents leviers d'action ont été de travailler, et encore là, grâce à certains médecins introduits à la DGOS qui ont décidé de manière très juste, je pense, que c'était compliqué de parler des infirmiers sans les infirmiers. Donc, ils nous ont invités autour des tables de négociation. On a aussi été audités par l'IGAS et par la Cour des comptes. Et au final, on a travaillé sur ces projets communs, le projet notamment de la réserve sanitaire dans un premier temps. Les supports ont été produits par la DGOS pour les paramédicaux confort. Et puis, on a commencé à être associé à un travail de feuille de route en amont du décret actuel. Et puis, on a fini par pouvoir faire entendre notre voix. Et ça, on est très heureux. Et donc, on a obtenu ce que vous avez dit, M. Régnier, donc à savoir cette formation de 8 semaines qui était vraiment une demande que nous portions de manière forte. Et en plus, la possibilité normalement d'être associé à la feuille de route sur laquelle nous souhaitons réintégrer aussi le module de soins critiques dans les écoles d'infirmières. C'est quelque chose qui a été assez entendu parce qu'il y a même, je crois, cette année 6 projets qui réintroduisent ça en module optionnel sur les prochains cursus qui rentrent. Donc voilà. Au final, qu'est-ce qu'on veut? On veut ce que vous voulez tous, j'imagine, d'abord de la compétence et puis ensuite de la fidélisation. Et la fidélisation, ça va passer bien entendu sûrement par, et on en a eu une petite partie, une fidélisation, en tout cas une reconnaissance financière, mais on n'a aucun doute sur le fait que c'est aussi une fidélisation par la compétence. Si on reconnaît les compétences des gens, si on leur offre la possibilité de les développer, on reste persuadé que quand même ça va aider à diminuer ce turnover, donc on espère pouvoir continuer à travailler en ce sens. Voilà, pour l'actualité, donc c'est le décret bien sûr, et pour le futur, on a continué à travailler à l'AFNIR de manière plus autonome cette fois, et donc on vient de rendre les épreuves d'un manuel de réanimation pour les débutants. Alors c'est pas grand chose, mais finalement ça manquait. Donc, on y a mis beaucoup de cœur et on a essayé de contacter les meilleurs experts en la matière. Donc, je pense que ce sera un ouvrage qui devrait offrir grande satisfaction. Il devrait sortir en octobre. Et notre travail actuel, en fait, on vient de valider un questionnaire pour faire donc une enquête un peu à la façon de ce que vous avez réalisé les années passées, pour voir un petit peu une photographie de comment c'est la réa paramédicale en France actuellement. Parce que finalement, à chaque fois qu'on discute avec les instances, les cabinets du ministère, des choses comme ça, on nous demande toujours ça. Mais alors, c'est combien, c'est qui, c'est quand? Et en fait, au final, ces chiffres-là, au niveau national, on ne les a pas. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à s'aligner à vous lors de votre première enquête.
On s'est largement inspiré de vos questionnaires pour construire le nôtre aussi, et on espère avoir des résultats satisfaisants. C'est une enquête qu'on va mener auprès de tous les services de réanimation de France, donc c'est un travail de longue haleine, vous savez largement mieux que moi. Pour ce faire, on a décidé de le faire en phoning avec les cadres, notamment des établissements, afin que ce ne soit pas un mail parmi tant d'autres. Et donc, on est nombreux sur le coup, donc on espère que ça va marcher comme ça. Et voilà. Voilà à peu près ce qu'est l'avenir, ce qu'on espère et ce qu'on essaie de développer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Des questions dans la salle? Oui, merci beaucoup, Madame, merci Sabine. J'ai une remarque et une question. Une remarque, c'est de finir, et vous avez beaucoup parlé des soignants de réanimation. Et la deuxième chose, c'est quelle est la position de l'avenir sur les IPA? Alors, bonne question et bonne remarque. Alors, quand on a créé l'avenir, bien sûr, tout de suite, on nous a dit, ah ben, c'est pas très juste, et les aides-soignants alors. En fait, ce qu'on a convenu avec les aides-soignants qui étaient les plus motivés et qui essayaient de faire quelque chose de leur côté, c'est de monter 2 fédérations, en fait, pour qu'en fait, on puisse reconnaître les métiers indépendamment l'un de l'autre, parce qu'il y avait beaucoup d'associations et de groupes, notamment Facebook, quelque chose comme ça, qui s'étaient créés avec tous les soignants non médicaux. Et en fait, on s'est dit que pour aller parler et être invité aux tables de négociation, c'était mieux de représenter chacun notre profession. Donc, il y a actuellement une fédération des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de réanimation qui est montée, avec quelqu'un de très, très dynamique qui en est la présidente. Elle s'appelle Océane Parayou, elle est du CHU de Bordeaux. Et vraiment, elle remue beaucoup de choses. Vous pourrez la rencontrer au congrès de la SRLF, où elle vient présenter une enquête qu'elle a menée, elle toute seule, sur laquelle elle a plus de 1000 répondants sur le glissement de tâches et les tâches des aides-soignants. Donc, c'est très intéressant. Donc, ça, c'était pour la première remarque. Et la deuxième, c'est que quand on a été, parce que finalement, nous, ce qu'on voudrait proposer dans la fidélisation, c'est des options. Finalement, on se rend compte que, par exemple, en Belgique, alors actuellement, ils ont des problèmes aussi de personnel, mais il y avait quand même une politique qui faisait que plus vous étiez ancien, ben, moins vous faisiez de nuit, plus vous avez possibilité de faire un peu de recherche, de choses comme ça, parce que vous voyez, venir ici aujourd'hui, je trouve ça génial, mais c'est sur mes jours de repos. Moi, je n'ai pas de jour compris pour faire ça, les congrès, tout ça, c'est comme ça, mais ce n'est pas grave, on le fait volontiers. Mais n'empêche que sur la fidélisation des gens qui ne sont pas investis depuis longtemps et de toute la jeunesse qui arrive, je pense qu'il y a des signaux à envoyer. Et donc, quand on a rencontré, nous, notre idée, c'est de créer une formation qui serait réservée à vraiment des experts. Et donc, on nous a répondu IPA. Alors, nous, on l'entend plutôt comme IPA façon américaine, les infirmières cliniciennes, en fait. Pas tellement sur la délégation, parce que la délégation d'actes médicaux en réanimation, ça peut sûrement aider, notamment, j'en avais beaucoup parlé avec mon ancien chef de service, il parlait de services petits, où des fois, il n'y a pas justement beaucoup de personnel, etc., médical. Mais nous, on l'imagine plutôt vraiment sur le thème de l'expertise et aussi de devenir élément référent et formateur des plus jeunes cas et de coordination. Ça répond à cette question. Une question. Bonjour, merci. Par rapport aux tutelles et à la reconnaissance, éventuellement salariale, parce que cet aspect-là est un sujet important, même si, bien sûr, tout ce que vous avez dit sur la connaissance des compétences, la possibilité de la recherche, c'est probablement un des leviers très importants, mais sur l'enjeu financier, comme vous ça en est. Alors, l'enjeu financier, on sait que c'est un point capital, en effet. C'est vrai que nous, on n'avait pas accès à ça au départ, finir sur ça, même si ça faisait partie. En fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est valoriser la compétence, en fait. Se dire que si les personnes ont réalisé leurs 8 semaines de formation sur la première année d'arrivée dans le service, eh bien, ça déclenche un statut un petit peu infirmier formé en réanimation et qui s'associerait à une prime. Alors, c'est vrai qu'on avait demandé sûrement trop, puisqu'on nous a retoqué avec 100 €, mais on avait demandé le triple. Mais pour nous, ce n'était pas tout infirmier qui rentre, c'est tout infirmier qui va au bout de sa première année de formation d'adaptation à l'emploi. Voilà. Oui. Excuse, je pense qu'on la parole, mais ça, ce sujet me passionne. Première chose, l'articulation avec les AS, parce que c'est la catégorie la moins bien défendue. Et moi, j'ai souvenir d'un truc qui m'a vraiment pris le cœur. C'est une de nos AS, c'est-à-dire une petite AS, c'est une homme qui a commencé quand elle avait 19 ans. Bon, voilà, je considère un peu. Et elle disait, elle présentait son métier à quelqu'un qui se présentait, qui postulait, et elle le présentait avec beaucoup d'enthousiasme en disant que c'était le métier le plus intéressant, que certainement l'information, etc. Et après, le salaire, elle m'a dit, quand j'ai dit 1400, j'ai eu honte.
ça c'est un vrai sujet, c'est des gens qui sont dans un système de travailleurs pauvres. J'ai dans mon service des AS qui font deux postes pour gagner ce qu'ils estiment être nécessaire à l'entretien et à la bonne vie de leur famille. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la lutte. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans le public, mais dans le privé, quand nous, on a essayé de faire valoriser la formation de nos infirmières, parce que c'est quelque chose que notre cadre a mis au point depuis un certain temps, cette formation en binôme, avant de lâcher les gens dans l'arène, d'autant plus nécessaire que maintenant, les gens qui sortent de l'IFSI sont totalement incompétents par rapport à une époque antérieure en référence des années 90 et 2000, et je pense que vous ne contredirez pas. Et on s'est heurté à une levée de bouclier de la part des autres infirmières, représentée par une de nos infirmières qui est FO, vent debout contre le privé, malgré le fait que c'est là qu'elle travaille, et vent debout contre les différences qu'il pourrait avoir entre les infirmières. Alors, pour le premier point avec les AS, l'articulation, alors déjà, il faut savoir, en tout cas, que jusqu'à la revalorisation récente, il y avait 100 € d'écart entre un infirmier et un aide-soignant. Donc, un infirmier, c'est quand même 3 ans, quasiment et demi, et les AS, 6 mois à 1 an d'études. Donc, moi, j'avoue que des fois, ça me surprenait beaucoup aussi. Donc, je pense que ça veut dire qu'on est tous mal payés, en fait, vous voyez. Et en fait, ça rejoint votre deuxième point. Parce que, en fait, bien entendu que moi, à la DGOS, quand j'ai parlé qu'il fallait quand même faire quelque chose pour nos salaires, ils m'ont dit, mais pourquoi plus vous que l'oncologie? Pourquoi plus vous? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a même beaucoup de secteurs qui ont des primes que nous n'avons pas. Mais en plus, c'est ce que je leur ai répondu. Je leur ai dit, mais moi, je prêche pour ma paroisse, mais je suis convaincue qu'il faut... Il n'y a plus d'infirmiers en soins généraux, c'est pas vrai maintenant. Quand on intègre une spécialité, on est obligé de devenir hyper compétent. Le niveau technique avance et ce qui est bien, c'est de garder les gens suffisamment longtemps pour qu'ils gagnent en expertise et puissent se pencher aussi sur le patient dans sa globalité, ce qui n'est pas le cas quand on débute, je crois. Pas non plus les faire passer les Anglais d'un service à l'autre, comme ça se fait dans certains cas. C'est ça. Merci Sabine, on a toujours encore des questions, mais bon là le temps nous presse. Alors maintenant on va accueillir Khaldoun Kipesson de Méline, président du CRUP, qui va nous donner quelques précisions. Merci au Seigneur d'organiser cette journée qui est vraiment nécessaire pour notre activité et pour nos échanges. Le CRUF, je ne sais pas si vous le savez, mais ça a changé de statut et de nom depuis 2 ans. Avant, c'était le Collège des animateurs et des urgentistes extra-universitaires de France. Et maintenant, c'est le Collège de réanimation des hôpitaux extra-universitaires de France. Donc, on essaye de faire revivre ce collège qui, avec des échanges avec les services qui se sont perdus au fur et à mesure des années, parce qu'on avait une adhésion par service et pas par médecin. Donc, depuis 2 ans, on a une adhésion par médecin, ce qui permet de faciliter les échanges et la diffusion d'informations. Mais on a beaucoup de chemin à faire. Par exemple, nous n'avons personne pour s'occuper des réseaux sociaux. Ce n'est pas les gens de 60 ans qui vont s'occuper de ça et les jeunes ne sont pas encore arrivés. Notre activité est principalement la participation aux activités du CNP, au collège, etc. On essaye de améliorer la visibilité et la qualité de notre congrès national. On va essayer d'intégrer des échanges au niveau de CNP, par exemple, des journées CNP, et aussi la visibilité des jeunes. Donc, on va discuter avec nos collègues jeunes MIR pour voir si on ne peut pas les inviter à notre congrès. Ça les fera voyager un peu, mais ça fera aussi améliorer les échanges. Voilà, on a beaucoup de travail à faire parce que les choses sont riches, mais on est tous volontaires. Merci Khaldoun. Vous avez des questions sur le CRUF? Donc le nom n'a pas changé,
le sigle n'a pas changé, c'est toujours CREF, mais c'est des réanimations des hôpitaux extra-universitaires de Bordeaux. Okay. On a enlevé la partie médecine d'urgence. D'accord. Et on a enlevé la partie réanimateur. On a mis réanimation parce que maintenant, il n'est pas à mettre son membre de collège. OK. Et c'est quand le congrès? Le congrès, c'est le 30-31 mars et ça sera chez moi à Mulhouse. Très bien. Je pense qu'on a un représentant de l'Angevin il va sûrement essayer de diffuser cette information. Et je pense que c'est important effectivement d'intégrer les plus jeunes dans cette démarche et dans cette instance dès maintenant. Parce que on s'est rendu compte que pour la plupart des jeunes MIR, ils ne savent pas ce que c'est les hôpitaux extra-universitaires, donc on essaie de les accueillir. Là, on commence à voir les internes dans les services, parce que quand on en avait 2 par subdivision, ce n'était pas faisable, mais maintenant on en a un peu plus, donc on en récupère un peu. Donc vous avez des internes MIR. Yes. Ok, merci. Donc ça me fait une petite transition avec le dernier intervenant, justement. C'est de ma faute que l'oubli dans le programme, qui était justement les jeunes. J'espère que ce n'est pas un révélateur. Toutes mes excuses, Sacha, pour l'Angevin qu'on n'a pas mis dans le programme, mais avec laquelle on échange. On va avoir Sacha au téléphone au moins tous les 15 jours. Donc voilà, on échange beaucoup et donc merci de nous dire quelques mots pour l'actualité de l'Angevin. Oui, bonjour, donc merci beaucoup. Oui, j'ai aucun doute sur le fait que c'est un simple oubli. Oui, donc moi je suis Sacha Sarfati, je suis interne de dernière année maintenant du DESMIR à Rouen et voilà, je suis président de l'Angevin, l'association nationale des jeunes médecins intensifs réanimateurs. Alors plus que de l'actualité, je pense que je vais essayer de procéder très rapidement un petit portrait d'Angevin parce que je ne suis pas sûr qu'on soit forcément très bien connu parmi cette assemblée, donc, puisque l'association s'est surtout développée sur quelques dernières années avec le DESMIR. Donc, notre mission principale, enfin, ça commence même un peu en amont des internes de MIR, puisqu'on a beaucoup de missions sur l'orientation et l'information qu'on peut donner sur nos études et sur la filière à l'ensemble des étudiants qui souhaiteraient choisir MIR. Il y a c'est pas forcément évident pour tout le monde d'avoir des informations transparentes. Il y a malheureusement beaucoup de désinformations et puis des choses un peu floues, avec notamment les réformes répétées. Et donc, c'est très important pour nous que les étudiants qui choisissent notre spécialité le fassent avec vraiment tous les éléments dès le départ. C'est principal pour eux et pour nous aussi, puisque c'est ce qui permet ensuite qu'ils s'intègrent parfaitement. Et donc ensuite, effectivement, nos missions, c'est un certain nombre, c'est d'intégrer tous les internes et les jeunes médecins, les jeunes diplômés dans la spécialité. Et parce que quand on arrive, on sort de la fac, donc il y a déjà toute la médecine à apprendre, et puis en même temps, il y a plein de choses, et donc notre but, c'est vraiment de leur faire découvrir tout ce qui est présenté ici, c'est-à-dire toutes les composantes, petit à petit, que chacun trouve sa place sur qu'est-ce qui fait la vie de notre spécialité, et qu'est-ce qui est, qui fait quoi, comment on s'organise, et comment on développe sa carrière, et qu'est-ce qu'on peut faire au sein de l'avenir aujourd'hui. Voilà, ça c'est très important. Et puis après, on a une mission de représentation. Donc pour ça, effectivement, on est très souvent en lien avec le CIMIR pour toutes ces questions de formation. Donc c'est à cette occasion qu'on a l'occasion de beaucoup d'échanger avec Stéphane. Donc je vous remercie vraiment, puisqu'il y a eu beaucoup de la part de Stéphane, mais de tous les autres les présidents des instances et même les autres, la volonté d'intégrer et de faire très attention à la parole des jeunes dans son texte. Donc je pense que c'est très important et je les remercie. Voilà, on est intégré donc au CNP depuis maintenant 3 ans, à tous les travaux, et puis on espère devenir très rapidement membre à part entière du CNP MIR, avec tous ces travaux-là sur lesquels on travaille en permanence. On a essayé d'être moteur sur un certain nombre de questions qui ont été abordées ici, notamment
la qualité de vie et le processus de construire une carrière tout entière sur le long terme en MIR. Sophia, cet après-midi, la vice-présidente de l'Angmir, vous en parlera. Et puis, voilà, il y a des questions plus spécifiques sur certains sujets. Donc, tout à l'heure, je pourrais vous parlerai donc, notamment de la mise en place du docteur junior. Donc, voilà, on essaye de montrer notre position, qu'est-ce qu'on peut apporter pour que l'amélioration de la formation et de la mise en place de tout ce qui concerne les côtés en MIR. Et puis, on essaye de montrer qu'il y a énormément de choses encore à faire dans cette spécialité, qu'il y a plein de parcours différents et que c'est extrêmement riche. Certains d'entre vous, c'est un projet qui va avoir le jour bientôt, certains d'entre vous ont peut-être été contactés pour être interviewés par l'ingénieur pour parler un peu de leur parcours professionnel. Donc voilà, on a essayé de trouver des personnes importantes de la spécialité pour montrer ce qu'on peut faire, les parcours qu'on peut faire. Donc j'espère que vous allez découvrir ça prochainement. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour l'Angmir? Alors, il y a la question statutaire et la question générale. Donc, statutairement, pour l'instant, dans l'Angmir, mais on est justement en train de réfléchir à peut-être faire parler un petit peu. Les statuts sont un peu anciens maintenant. Statutairement, c'est tout médecin qui pratique la réanimation de moins de 40 ans. Voilà. Et donc, ça n'implique pas de diplôme particulier. Donc, c'est ouvert à tous. Donc, ça, c'est probablement un concept qu'on gardera. Et on va peut-être rechanger un petit peu nos statuts pour introduire la notion pas tellement d'âge, mais plus de nouveauté dans la spécialité, puisque ça correspond plus à l'esprit de la notion de jeunesse. C'est finalement plus la question d'entrée dans la spécialité, indépendamment de son âge. Donc, ce sera voilà, pour les nouveaux arrivants. Oui, moi je voulais juste faire une remarque, apporter un témoignage. On les voit, moi j'ai la chance de les voir régulièrement, l'Angmir et les représentants de l'Angmir depuis que je suis président du CNP. Ils font vraiment un travail extraordinaire. L'Angmir, donc un peu tirer. Bon, Sacha, mais c'est vrai, ils font vraiment un travail extraordinaire. Quand on les voit dans nos services aussi, moi je suis extrêmement heureux de voir qu'on ne s'est pas trompé en créant ce DES et en voyant leur formation, en les voyant grandir, évoluer, s'approprier la spécialité. Et là, si je dis ça, c'est parce que très souvent, d'abord, vous savez, les campagnes qu'il y a eu sur ah mais vous allez finir en USC dans la campagne, etc., parce qu'il n'y aura jamais de boulot dans les services. D'abord, il y a du boulot dans les services, mais il y a quand même encore assez peu d'interface. Alors, Kaldoun en a parlé tout à l'heure à propos du CROC, etc., avec les services non universitaires. Et dans ma propre région, dans ma propre subdivision, il y a encore des services qui n'en ont vu qu'un, l'interne de MIR, etc. Et il y a encore assez peu de connexions. Et ça me paraît vraiment très important que cette connexion se fasse, parce que, d'une part, la réanimation non universitaire, la réanimation, elle est une et indivisible, comme on dit toujours, mais les services non universitaires, c'est quand même le gros des troupes, et bientôt, les internes, là, ça va être les troupes de tous ces services aussi. Alors, c'est parfois assez difficile pour quelques-uns de les convaincre ou qu'ils comprennent qu'ils iront dans tous ces services et l'attractivité. Et c'est pour ça, dernier point, je pense que c'est bien de parler de nos difficultés à tous et de montrer qu'on essaye mais il faut surtout montrer qu'on essaye de les surmonter pour leur donner encore plus envie de venir, parce que franchement, c'est eux la solution des problèmes de nos services dans le futur. J'ai une question à Sacha. Moi, Sacha, je t'ai vu déjà effectivement à la commission pédagogique, avec le collège, avec le CNP, mais est-ce que vous avez une articulation avec la CRALEF? Parce que la CRALEF, elle a la commission jeune, et pour le moment, la commission jeune, on ne voit pas cette articulation avec l'Angmir. Bon, peut-être parce qu'effectivement, vous êtes
c'est assez jeune et que ça commence et que vous êtes les premières promotions d'internes qui sont maintenant docteurs juniors. Mais comment tu vois, toi, cette articulation et puis l'intégration dans la CRF? Oui, alors effectivement, des fois, on manque un peu de visibilité sur certaines actions. Donc, je dirais au concret, ça se passe très bien, la relation avec la commission jeune de la SRF. Enfin, voilà, j'ai des échanges fréquents avec Marion Besin, la secrétaire. Alors, la différence entre les deux, c'est que donc la commission jeune est une commission de la SRF. Et donc, on va dire, on s'est un peu divisé le travail. Vu que ça dépend de la société savante, eux, ils vont avoir des actions sur tout ce qui est scientifique, on va dire. Hein, voilà, c'est présentation des actions de la société et des nouveautés de la réanimation aux jeunes. Nous, du coup, on assure des missions complètement différentes, hein, comme j'ai dit. Donc, on fait la représentation de l'organisation, beaucoup d'informations sur l'organisation des soins, sur l'organisation des services, sur l'organisation de la spécialité, du DES, etc. Donc, ça, c'est des missions complètement différentes qu'on ne pourrait pas faire en étant rattaché à une société savante, parce que ce n'est pas son but. Donc, voilà, donc c'est des missions séparées, mais sur le terrain, les acteurs, enfin, on échange très régulièrement quand on a des choses à faire ensemble, comme les journées d'accueil des DES MIR, on le fait ensemble et ça pose absolument aucun problème. Et donc, voilà, ça se passe très bien. Merci. On enchaîne. Oui, je pense qu'on va enchaîner. On a un petit quart d'heure de retard, mais c'était important de donner la parole également aux étudiants de MIR et je souscris à tout ce qu'a dit Jean sur la qualité de nos étudiants et